Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà réunis autour d'un sujet passionnant et pas facile en même temps, c'est-à-dire la gestion du changement. Et puis en plus, on y ajoute un élément, c'est-à-dire leur incessante accélération. On pourrait aussi commencer par se poser la question de oui, mais les changements depuis quand, hein? Et le changement, quelque part, il fait partie de l'histoire des humains, il n'est pas neuf du tout. Il fait partie de notre parcours. Mais alors, il y a peut-être justement cette donne-là qui est justement cette incessante accélération. C'est peut-être ça qui fait la particularité de notre époque, là, aujourd'hui, maintenant, peut-être encore dans le futur. Alors, si nous voulons parler du changement, si nous voulons appréhender le ou les changements, il est important aussi d'essayer de qualifier ces changements, de savoir de quoi nous parlons. Il nous reste encore la possibilité de le faire à l'ancienne. Vous avez une copie papier. Je vous lis mon texte et nous avançons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez toutes et tous une copie papier? Bon, ben du coup, c'est déjà à moitié gagné. Bon, du coup, on parle de changement et de changement incessant. En voilà un. Bon, donc là, histoire de résoudre ça du tac au tac. Alors donc, l'origine des changements. Donc, ce voilier-là qui est censé traverser les mers, traverser les océans, etc., il va être confronté à toute une série de changements, immanquablement, parce que l'océan, que lui réserve-t-il? Bon. Et des changements qui, dans certains cas, pourraient être plus ou moins prévisibles, qui, dans d'autres, ne le seront pas. Avec la possibilité d'anticiper ou avec, quelquefois, l'obligation de réagir, et de réagir vite. Alors, tout d'abord, si on veut parler de changement, quelle est l'origine de ce changement? D'où nous vient-il? Est-ce qu'il est décidé en interne par les acteurs de l'institution, là en l'occurrence sur le voilier par l'équipage, ou est-ce que quelque part ce changement est imposé venant d'extérieur? S'il est décidé au sein de l'institution, est-ce qu'il est imposé par la direction? Est-ce qu'il est demandé par les collaborateurs? Est-ce qu'il est co-construit? Donc, quelle est l'origine de ce changement? Il vient d'où? Alors, quelle est la nature de ce changement? C'est important aussi. Est-ce que c'est un changement qui est plutôt d'ordre purement technique ou d'ordre culturel? Quelle est son ampleur? Est-ce qu'il va toucher de nombreuses personnes ou simplement de petits groupes? Est-ce qu'il va toucher plusieurs sous-entités de l'institution ou est-ce qu'il va en toucher simplement une? Quelle est sa profondeur? Est-ce qu'il, quelque part, il est de nature à générer des réactions, plutôt des vécus émotionnels? Est-ce qu'il va toucher à notre cadre de référence? Est-ce qu'il va toucher à nos valeurs? Quel est le rythme? Du coup, on parle d'incessante accélération, donc effectivement, ces changements qui vont peut-être se succéder à une vitesse relativement importante, ou bien même un changement qui lui-même pourrait entraîner en cascade toute une série d'autres changements, etc. Donc, quel est le rythme? Quelle est la vitesse? Quelle est la fréquence? Et ensuite, la question aussi, c'est pour générer une plus-value, point d'interrogation, et si j'emprunte des mots qui nous viennent de Jacques Defresne, ou pour un moindre dommage. Donc, quelquefois, pour générer une plus-value ou pour générer un moindre dommage. Donc, ce sont des questions auxquelles on va essayer de répondre au fil des minutes qui vont venir, histoire de mieux cerner ce dont on parle, parce que c'est un mot qui pourrait être un mot fourre-tout. C'est un mot dans lequel on pourrait introduire énormément de choses. Donc, c'est important, évidemment, de savoir tout d'abord de quoi nous parlons. Alors, je saute sur la diapo suivante. Alors évidemment, je reparle, j'en avais parlé quelque peu il y a quelques semaines, de l'intention stratégique institutionnelle, c'est-à-dire quelle est la mission institutionnelle, quelle est la vision institutionnelle, quelles sont les valeurs institutionnelles. Quelquefois, afin d'accomplir cette mission au mieux et dans le futur de concrétiser la vision, du coup, on va opérer une série de changements, car la mission peut se transformer en cours de route. Vous savez, vous avez éventuellement quelque part des impulsions qui viennent de l'extérieur, qui viennent de l'environnement, qui vous demandent quelque part de reconfigurer votre mission institutionnelle, ou vous décidez de le faire, si ça émane de l'interne. Mais en tout cas, histoire d'accomplir cette mission, il faudra quelquefois qu'on mette en œuvre une série de changements qu'on déterminera plus avant dans quelques minutes. La vision aussi, la vision, c'est qui nous voulons être dans le futur, ce que nous voulons apporter comme plus-value
à nos bénéficiaires, dans le monde de l'enseignement, les étudiants, évidemment, puis leurs familles aussi, ne les oublions pas. Et donc, quelquefois, afin de concrétiser cette vision, il faudra aménager une série de choses. Ça va générer une série de changements, immanquablement. Bon. Donc, le point de départ de ce changement pourrait être l'accomplissement de la mission, la concrétisation de la vision. Ensuite, je continue et j'aborde l'aspect de l'environnement avec la mise en lumière d'une série de tendances sur les champs politiques, économiques, sociologiques, écologiques, légales, qui seraient de nature à nous amener à opérer une série de changements au sein de l'institution, au sein de laquelle nous travaillons. Car évidemment, si on reprend l'image de ce voilier, bien immanquablement, la course de ce voilier est impactée par l'évolution de l'océan, par la météo, par les courants, par les vents, etc. Il en va de même pour les institutions professionnelles au sein desquelles vous travaillez. Donc, si des décisions sont prises, si on légifère, bien immanquablement, ça vous amènera à changer certaines choses, certaines pratiques, certains dispositifs, etc. Et quelque part, ça touchera quelquefois votre culture, ou ça donnera le sentiment d'eux. Sur le plan économique aussi, sur le plan sociologique aussi, pensez à l'évolution des mentalités, qui vous amène aussi, en tant qu'enseignant, en tant que dirigeant de département d'enseignement, en tant qu'administrateur d'institutions d'enseignement, qui vous amène aussi à changer vos pratiques pédagogiques et changer la relation que vous avez avec votre public cible privilégié que sont les étudiants. Donc pensons par exemple à ce cours magistral, ce cours ex cathedra, qui était quelque part omniprésent jadis, il y a quelques décennies, et peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, et peut-être encore aujourd'hui, mais qui quelque part est moins présent et le sera peut-être encore moins dans le futur, remplacé par d'autres pratiques pédagogiques, parce que recherche faisant, mais aussi parce que le changement de mentalité faisant. Donc nous sommes amenés immanquablement au travers ou de par les changements de mentalité, de par certains changements sur le plan sociétal, à aménager également nos pratiques pédagogiques. J'enseigne aussi à peu près pour un mi-temps auprès de jeunes étudiants qui sont en Master 1, Master 2, en GRH en ce qui me concerne, donc qui ont entre 21 et 25 ans à peu près. Et donc, effectivement, j'ai le sentiment que d'observer, alors je ne peux pas le mesurer, le quantifier, mais d'observer un changement de regard par rapport à la façon dont ils apprennent, dont ils s'approprient des matières, dont ils explorent les sujets, etc. Et le rapport qu'ils ont aussi aux pratiques pédagogiques et le rapport qu'ils ont aussi avec l'enseignant, celle qui est censé quelque part partager du savoir avec eux, ou les aider à grandir en tout cas. Donc j'ai le sentiment qu'immanquablement, cet océan, sur le plan sociologique, nous amène toute une série de nouveautés qui sont de nature à nous amener à opérer une série de changements, en l'occurrence sur le plan des pratiques pédagogiques. Sur le plan écologique aussi, nous sommes tous confrontés à de grands défis pour le futur. Nous parlons du climat, nous parlons aussi de la diversité des espèces et puis des variétés sur le plan botanique, etc. Donc ça nous amène aussi en tant que citoyens, mais aussi en tant que travailleurs dans nos institutions professionnelles, à adopter aussi une série de comportements différents. C'est de nature, évidemment, aussi à générer une série de changements, et non des moindres, parce que là, quelque part, ça touche aussi à notre regard sur le monde, notre regard sur nos pratiques professionnelles, nos regards sur le traitement des déchets ou que sais-je encore. Sur le plan légal aussi, est-ce qu'on applique les lois qui ont été quelque part conçues par nos élus, etc. ou pas? Pensons par exemple à tous les services publics qui sont depuis de nombreuses années, depuis la 8e directive européenne, censés mettre en place des systèmes de maîtrise de risque participative. Est-ce qu'on se donne les moyens de mettre cela en place ou pas? Il semblerait que cela tarde. Donc, ça veut dire que sur le plan légal, du coup, nous avons tous des obligations. Est-ce que nous les suivons? Est-ce que nous ne les suivons pas? Est-ce que nous y résistons consciemment, inconsciemment? Donc du coup, nous sommes en interaction forte, étroite avec cet environnement, avec ce qu'il génère, ce qu'il nous amène à faire en réaction ou en anticipation.
On pourrait penser aussi dans le monde de l'enseignement à différents substituts. Est-on obligé d'aller en classe, d'aller en cours afin d'apprendre et afin au final de se diplômer? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer d'autres parcours que les parcours classiques, traditionnels que nous connaissons? Donc du coup, immanquablement, ça amène aussi le monde de l'enseignement, supérieur en l'occurrence, à se poser une série de questions. Si on parle de concurrence aussi, il y a immanquablement, même si on ne le souhaite pas, de la concurrence entre les établissements d'enseignement, etc. Et donc, du coup, tout cela vous amène à, en réaction ou en anticipation, à opérer une série de changements, qu'ils soient de nature technique, pratique, organisationnelle, administrative ou culturelle aussi. Alors, à nouveau aussi, ce qui est très important, c'est de prendre en compte les capacités du navire. Capacité du navire, c'est-à-dire ses capacités matérielles, ses capacités méthodologiques, ses capacités sur le plan des compétences, capacités budgétaires aussi, parce que tout cela sera relativement contraignant ou facilitant par rapport aux changements qu'il faudra opérer, ou bien en sens inverse, il faudra quelquefois opérer des changements en interne afin de développer des capacités suffisantes nous permettant de croître, nous permettant de nous développer ou tout simplement d'assurer notre pérennité. Quand je parle de capacité, je pense effectivement à des capacités financières, des capacités matérielles, des capacités d'infrastructure, des capacités également sur le plan des compétences. Si nous voulons par exemple changer des pratiques pédagogiques, en avons-nous les compétences? Si nous voulons changer des pratiques pédagogiques, en avons-nous le matériel, etc. etc. Donc immanquablement, le fait d'explorer nos capacités en interne, sur les différents champs que je viens d'évoquer, est de nature en soi à nous amener, dans la plupart des cas, à opérer une série de changements, et où certains changements émanant de l'environnement externe vont nous amener à aussi opérer des changements sur le plan de nos capacités. Capacités seuil, pour rappel, ce sont les capacités qui nous permettent de fonctionner à peu près correctement dans un environnement professionnel donné. Les capacités dites distinctives, ce sont les capacités qui nous mettent en position d'atteindre l'excellence. C'est du jargon, évidemment, de management. Donc, avons-nous les capacités qui nous permettent d'opérer les changements que nous devrions opérer afin d'assurer notre pérennité? Ou bien, quelque part, souhaitons-nous opérer des changements à ce niveau-là, nous-mêmes, de notre propre initiative? Je continue. Et là, je m'inspire, entre autres, du livre d'Alain Vasse. Alain Vasse étant co-auteur d'un livre, enfin, parmi d'autres choses, particulièrement intéressant, relatif au changement et aux concepts clés théoriques relatifs au changement. Et il met en évidence, dans les premières pages de ce livre, qui était publié sur le coup, je pense, de 2009 ou 2010, il met en évidence évidemment l'importance, si on veut qualifier le changement, si on veut explorer sa nature, il met en évidence évidemment l'aspect rythme. Est-ce qu'on est dans un changement qui va s'opérer de façon extrêmement rapide? Est-ce qu'on est dans un changement à l'inverse qui va s'opérer très progressivement? Est-ce qu'on est dans un changement qui est imposé, venant de l'extérieur ou venant de l'intérieur et d'un sommet hiérarchique? Est-ce qu'on est dans un changement qui est négocié, qui est co-construit, voire demandé par la base? Donc déjà, le fait d'explorer ce changement et d'essayer de le positionner sur ces deux axes va nous amener aussi à mieux cerner sa nature, à mieux comprendre ce dont il s'agit. Prenons le cas, par exemple, de notre comportement face au respect de l'environnement. On pourrait imaginer que là, on est dans une période d'accélération. Bon. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes restés totalement inactifs au cours des dernières décennies. Peut-être que c'était lent, peut-être que c'était trop lent. Donc déjà, le rythme, on pourrait observer une série d'oscillations sur l'axe vitesse, quelque part, avec là peut-être un gros coup d'accélération sur ce champ-là. Alors, imposer, négocier, si on reprend le cas effectivement de notre comportement par rapport au respect de l'environnement, est-ce que cela est co-construit? Est-ce que cela est imposé par un sommet? Est-ce que cela est imposé progressivement peut-être par la base citoyenne? Bon, ce sont des questions à se poser, mais se posant ces questions-là, en même temps, nous mettons en lumière la nature de ce changement. Cela nous permet de l'explorer mieux et de mieux cerner ce dont il s'agit. Le rythme, encore. Alors, je me suis autorisé à utiliser cette caricature, et vous voyez là, au-dessus, au sommet, vous avez une énorme roue dentée,
qui, quelque part, tourne relativement lentement. Et plus vous descendez dans cette pyramide de roues dentées, plus ça tourne vite. Et plus vous arrivez aux petites roues qui sont au sommet, quelque part, de cet édifice, et là, elles tournent à un rythme effréné. Bon. Donc, du coup, on pourrait imaginer que cela soit le cas de travailleurs, quel que soit leur domaine d'activité professionnelle, mais en l'occurrence, en ce qui vous concerne, les enseignants de l'enseignement supérieur et les administrateurs. On pourrait imaginer aussi qu'il y ait certains mécanismes, qu'il y ait une certaine mécanique aussi dans le voilier que je viens de mettre en évidence voilà, sur la photo. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, en l'occurrence, si on est décideur au niveau d'un sommet stratégique, quelquefois, on n'a pas le sentiment que le changement ou les changements s'opèrent à une vitesse extrêmement importante, que le rythme est extrêmement rapide. Par contre, ce qu'on observe très souvent, quand on dialogue avec des professionnels, peu importe leur profession, c'est qu'ils ont le sentiment d'être effectivement dans un rythme relativement effréné et donc ils ont un vécu de changement qui est très différent de celui qui pourrait être celui du sommet hiérarchique. Donc ça, c'est très important à prendre en compte aussi, c'est ce vécu. Puisqu'on parle effectivement d'incessante accélération, je pense que là, on est au cœur du sujet. Hein. Il y a ce vécu donc, qui est très subjectif en fait, mais qui dépend en partie de la position qu'on occupe dans la pyramide hiérarchique. Donc c'est une chose dont il faut tenir compte, qu'il ne faut pas négliger. Alors, à nouveau, où est-ce que ça se situe? Est-ce que ce changement concerne uniquement le centre opérationnel, pour reprendre les termes de Mintzberg, c'est-à-dire en l'occurrence dans le domaine de l'enseignement, ce sont les personnes qui accomplissent les tâches cœur de métier, c'est-à-dire ce sont les enseignants. Est-ce que le changement ne concerne que les enseignants? Est-ce que le changement concerne le sommet hiérarchique, la direction de l'institution d'enseignement? Est-ce que le changement concerne toutes les fonctions support nommées logistiques par Mintzberg? Est-ce que le changement concerne la ligne hiérarchique s'il y a des chefs de département? Est-ce que le changement concerne la technostructure, c'est-à-dire les fonctions qui vont normer les compétences, normer les procédés, normer les méthodes qualitatives, etc. Et il y en a dans le domaine de l'enseignement immanquablement. On n'occupe pas tel ou tel poste sans avoir tel type de diplôme, tel titre ou tel niveau d'expérience. On n'enseigne pas non plus n'importe quelle matière. Il y a toute une série de normes qui, évidemment, régissent notre vie quotidienne. Et donc, le changement qu'on va opérer imposé peut-être par des mutations dans l'environnement, comme on l'a évoqué précédemment, est-ce que ce changement va impacter toutes les parties, toutes les constituantes, toutes les composantes de l'institution professionnelle, ou va n'en impacter que certaines d'entre elles? Possible que seuls les enseignants soient touchés, possible que la technostructure soit touchée, possible que les fonctions support soient touchées, possible que le sommet soit touché, possible que les changements émanent d'une de ces composantes. Donc, quelle est la nature de ce changement? Quel est le rythme de ce changement? Quelles sont aussi les composantes de l'institution professionnelle qui sont impactées? Quel est le nombre de personnes qui seront impactées? Donc, quelle est l'ampleur de ce changement? Ensuite, quelle est son ampleur, mais aussi quelle est sa profondeur? Et là, je m'inspire du livre de David Autissier, relatif à la méthode de conduite de changement. Donc, c'est un livre que David Autissier a coécrit avec Alain Vasse le livre dont j'ai parlé précédemment, Changement concept clé. Il est l'auteur, avec un autre co-auteur, Moutot, d'un autre ouvrage très intéressant sur la conduite et l'accompagnement du changement et qui s'intitule donc Méthode de conduite du changement. Les deux étant parus chez Duno, à peu près à la même époque, sur le coup de 2009-10, 11 à peu près. Et donc, David Autissier nous invite à explorer le changement, explorer la nature du changement, explorer l'ampleur du changement, explorer la profondeur du changement au travers, entre autres, d'une étude d'impact. Il préconise le fait de mettre en évidence les impacts possibles d'un changement sur différents champs. Et il aborde, entre autres, le champ des compétences. Faut-il changer les compétences? Devrons-nous adopter, découvrir
s'approprier, développer de nouvelles compétences, de nouveaux types de compétences, que ce soit d'ordre technique, d'ordre scientifique, d'ordre comportemental. Est-ce que nous devrons développer de nouvelles procédures afin de bien fonctionner, afin de mettre en œuvre les changements que nous avons décidés nous-mêmes ou qui nous sont imposés par autrui, ou que nous avons co-construits? C'est selon. Est-ce que ce changement aura un impact sur les postes et emplois? Est-ce que nous allons créer de l'emploi? Est-ce que nous allons en supprimer? Est-ce que nous allons transformer l'emploi? Est-ce que nous allons redéfinir les fonctions? Est-ce que nous allons toucher à la structure? Est-ce que la structure institutionnelle, la structure de notre organisation professionnelle sera impactée, devra se transformer afin d'opérer les changements? Possible elle-même que ce soit le changement de la structure qui soit à l'origine d'autres changements, évidemment. Là, je le positionne en périphérie. Il pourrait s'agir du sujet central. Chacun de ces pôles pourrait être le sujet central et le sujet de départ, évidemment, ou pourrait être un champ sur lequel il y aurait des impacts. Le mode de management. Est-ce que le mode de management va changer? Est-ce qu'on passera, par exemple, d'un système dans lequel on était en mode de management directif? Est-ce qu'on va passer à un système plus participatif, plus collégial, plus délégatif? Est-ce que plus consultatif? On pourrait envisager plusieurs types de management, ceux que je viens d'évoquer peut-être d'autres. Ou est-ce qu'on va repartir peut-être vers un système plus directif? Je n'en sais rien, je me fais l'avocat du diable, quoique. Tout cela est possible. Donc le changement voulu en interne et ou imposé pourrait générer une série d'impacts sur ces champs-là. Aussi sur les indicateurs de performance. Qu'est-ce qui nous montrera dans le futur que nous réussissons bien? Et le terme performance n'étant pas l'apanage du monde de l'entreprise privée. Le terme performance reflète tout simplement le fait qu'on crée de la valeur, qu'on crée de la richesse, qu'on crée une valeur ajoutée pour nos bénéficiaires. Entre autres, créer de la richesse pour nos étudiants, c'est les aider à s'approprier des compétences, à développer des compétences, à aussi obtenir un diplôme pour pouvoir bien s'insérer dans la vie professionnelle et au final être des citoyens responsables et heureux. Ça, c'est créer de la richesse pour des étudiants. Bon. Et donc, quels sont nos indicateurs de performance? Qu'est-ce qui va refléter le fait qu'on réussit bien dans le nouveau paradigme? Des outils et systèmes. Est-ce que nous allons nous doter de systèmes de gestion intégrés, que ce soit sur le plan des ressources humaines ou autres? Est-ce que les changements que nous mettons en place ou qui nous sont imposés, plus ou moins rapidement, et se succédant les uns aux autres plus ou moins rapidement, est-ce qu'ils vont nous imposer éventuellement de nous doter d'outils de gestion? Est-ce que les changements, et là on parle bien de la profondeur, vont toucher à l'exercice, et je remonte un petit peu sur la diapo, vont toucher aux formes de pouvoir, à l'exercice du pouvoir, vont toucher aux comportements qui sont les nôtres, vont toucher à la culture institutionnelle. Et là, on entre bien dans la profondeur, parce qu'en ce qui concerne les autres types d'impact, on pourrait parler d'ampleur, et peut-être de profondeur aussi, mais quand on parle de comportement, d'exercice du pouvoir, et quand on parle également de culture, on parle de profondeur. On touche à quoi? Est-ce qu'on opère des changements dans le cadre de référence qui est le nôtre, ou est-ce qu'on bouscule le cadre de référence, voire qu'on l'explose? Donc ce sont des choses, sont des questions qui sont extrêmement importantes à se poser afin de mieux comprendre ce dont il s'agit. D'où vient le changement? À quelle vitesse s'opère-t-il? Quelles composantes touche-t-il? Combien de personnes touche-t-il? Et sur quel champ va-t-il agir et générer des choses, générer des impacts? Alors quand je dis impact, c'est un mot qui pourrait être connoté de façon péjorative. Bon, impact, ça pourrait être positif, parce que quelque part, ces impacts pourront générer toute une série d'opportunités, de bénéfices. Donc évitons évidemment de voir cela de façon triste et dramatique. Ces impacts pourront peut-être même être très sympathiques, on n'en sait rien. Mais en tout cas, quels sont-ils? Et ils pourront, ces impacts, être vécus de façon très différente en fonction des personnes qui sont touchées. Car évidemment, nous n'avons pas tous un même regard sur la vie, nous n'avons pas tous un même regard sur ce qui nous arrive. Nous ne percevons d'ailleurs vraisemblablement qu'une partie de la réalité. Et donc, si nous parlons de la nature, de l'ampleur et de la profondeur du changement, et que nous parlons, entre autres, des changements de nature culturelle, je fais appel à d'autres auteurs, Johnson et Scholes, qui nous parlent du tissu culturel dans les mots suivants. Au centre de tout tissu culturel,
existe un système de valeurs qui lui-même repose sur une série de croyances, une série de postulats. Ces valeurs, selon ces auteurs, s'exprimeraient au travers d'une série de choses visibles ou audibles, comme des rites et routines, la façon dont on se comporte au quotidien. Il est possible qu'un changement que l'on mette en place, même si c'est un changement sur le champ pédagogique ou sur le champ organisationnel, soit de nature à nous amener à changer nos comportements quotidiens. Est-ce qu'on va toucher à une série de mythes qui existent au sein de l'institution ? Est-ce qu'on va toucher à une série de symboles auxquels il est possible que nous étions très attachés ? Est-ce qu'on va, comme déjà évoqué, toucher à une série de formes d'exercice du pouvoir ? Est-ce qu'on va toucher à la structure ? Parce que selon Johnson et Scholes, la structure organisationnelle, la pyramide, la répartition des différents travailleurs d'une institution en départements serait selon eux une expression de la culture institutionnelle. Et est-ce qu'on va toucher au système de contrôle ? Donc on va toucher à quoi ? Et vraisemblablement, si on touche à un de ces éléments périphériques, il n'est pas exclu qu'on touche au système de valeurs lui-même. Et on sait que lorsque on touche au système de valeurs partagé par les personnes, ou en tout cas cher à certains, on génère très vraisemblablement des réactions émotionnelles relativement fortes. On sait que toucher aux valeurs est un gros déclencheur émotionnel. Alors, quel vécu émotionnel ? Ça dépendra bien sûr des personnes, puisque nous ne porterons pas tous le même regard sur la même chose. Donc, certains vivront ces changements de façon joyeuse et d'autres avec grande tristesse, grande peur ou grande colère ou grand dégoût, c'est selon, ou grande curiosité, c'est selon. Mais donc, il faut s'attendre, dès lors que les valeurs sont touchées, il faut s'attendre à des réactions émotionnelles relativement importantes. Avec, bien sûr, en toile de fond, et là j'emprunte des mots à Bateson, Václavic, c'est-à-dire les changements de type 1 et changements de type 2. Si on parle de changements culturels, si on parle de valeurs qui sont impactées, et bien du coup, on va vraisemblablement parler de changement de type 2, c'est-à-dire un changement dans lequel on n'opère pas que des ajustements techniques, organisationnel dans notre cadre de référence, mais on va vraisemblablement avoir un impact sur notre cadre de référence lui-même qui sera bousculé, voire dans certains cas explosé, ou en tout cas on aura le sentiment de. Et donc avec des vécus beaucoup plus forts que s'il s'agit d'un changement purement technique dans notre cadre de référence. Donc quand on parle de profondeur, on parle de cela. On parle de changement culturel, mais on parle aussi du vécu des personnes. Donc là, je passe du niveau macro au niveau micro. Chacune d'entre nous, chacun d'entre nous aura un vécu plus ou moins fort, plus ou moins chargé en émotions par rapport à cela. Avec bien sûr, et je fais appel à Kübler-Ross, avec un vécu de courbe de deuil. Dans certains cas, lorsque le changement est vécu très profondément par certains d'entre nous, on peut s'attendre à ce que certains d'entre nous passent par des phases telles que le déni, telles que la résistance et la colère, telles que la perte d'énergie, la tristesse, telles que l'acceptation, la curiosité, la redécouverte du nouveau paradigme. Et au final, si cela se passe bien, l'appropriation du nouveau paradigme. Alors évidemment, il s'agit d'une présentation linéaire, simplifiée. On sait que la réalité est quelquefois beaucoup plus complexe et que des allers-retours, évidemment, sont tout à fait possibles, bien sûr, au travers de ces différentes phases. Mais sachons donc que nous, en tant que personnes, mais aussi si on a la charge de gérer un département, les collaborateurs de notre département passeront vraisemblablement par différentes étapes qui peuvent être très agréables ou très douloureuses pour certains d'entre eux. Donc ça veut dire ceci, ça veut dire que les accompagnateurs, les pilotes et accompagnateurs de changement devront aussi faire preuve d'humanité, faire preuve d'empathie, bien sûr d'assertivité pour conduire, mais aussi d'empathie et de grande humanité. Alors, certains auteurs, je vous propose une revue de la littérature pendant 5 à 10 minutes à peu près, une synthèse de ce que plusieurs chercheurs ont mis en évidence sur la conduite et l'accompagnement du changement. Et donc, je propose de mettre en évidence une série de leurs découvertes et de ce qu'ils partagent avec nous. Johnson et Scholes, entre autres, encore nous disent qu'il est important de bien clarifier le paradigme organisationnel souhaité ou imposé, mais donc savoir vers quoi nous allons. Donc clarifier le futur est extrêmement important.
L'évaluation de la stabilité de l'environnement interne et externe est extrêmement importante aussi parce que, je reviens à l'environnement évidemment, qui est quand même très déterminant, mais aussi en interne. Est-ce qu'on est quelque part dans un environnement serein ou pas? Ça sera extrêmement important afin de piloter et d'accompagner ce changement de la façon la plus pertinente qui soit. Diagnostiquer la culture de l'organisation afin de savoir à quoi nous touchons au préalable. Je pourrais partager des exemples avec vous, des exemples lorsque nous accompagnons des institutions professionnelles et nous accompagnons des institutions professionnelles qui vivent des changements culturels, eh bien, on sait effectivement que si ce diagnostic n'a pas été fait préalablement et qu'on n'a pas compris de façon précoce à quoi on touchait, on peut avoir des problèmes de pilotage et d'accompagnement et on peut être confronté à des réactions de grand blocage. L'évaluation de la profondeur du changement, nous dit Mintzberg, et de son type et hors cadre ou dans le cadre, pour emprunter les termes de Bateson et Vaclavik. Alors aussi, Mintzberg nous dit que les pilotes du changement devraient idéalement éviter les erreurs liées à la planification stratégique, c'est-à-dire par trop croire que ce que l'on aura planifié va se dérouler comme on l'a planifié et que les stratégies nous amèneront au point où on avait souhaité qu'elles nous amènent. Ce qui n'est pas nécessairement vrai car le changement, le paradigme futur sera évidemment fortement influencé par toute une série de mécanismes émergents de toutes les parties prenantes, à commencer par les différents travailleurs qui peuplent l'institution professionnelle et qui en sont le cœur battant. Balogun nous dit qu'il est très important également que le sommet hiérarchique soit congruent, c'est-à-dire que les actes et les paroles collent, pour employer du jargon nous venant de nos amis anglo-saxons, qu'on walk the talk, qu'on marche comme la parole. Et alors ensuite, nous dit Canter, il faudrait conduire le changement de façon méthodique, c'est-à-dire que lorsque on opère un changement, qu'il nous soit imposé, qu'il ait été négocié, qu'on construit, qu'on l'ait choisi, il est important de fonctionner en mode projet, avec des étapes, avec une ligne de temps, avec un rétroplan, avec une organisation du travail, une répartition des tâches. Je continue. D'autres auteurs comme Lewis, Schrein, Daly, etc. nous parlent des résistances et ils nous disent que les résistances sont naturelles et ou utiles. Et peut-être utiles, histoire que la machine ne s'emballe pas. Car si nous pilotons le changement, et même si nous avons un credo fort par rapport au fait que ce changement est utile, mais peut-être est-il bien de ne pas y foncer à 300 km/h. Donc il est possible que ceux qui résistent vont nous aider à mettre en lumière une série d'écueils, à prendre conscience d'une série de difficultés, à aménager le changement, à optimiser sa mise en œuvre afin qu'il soit vivable pour tous et qu'au final il soit une réussite. Donc ces résistances sont naturelles et ou utiles. Et les sources possibles de ces résistances sont tout d'abord l'incertitude. Nous avons tous un besoin de prévisibilité fort. Hogan nous le rappelle sur le coup de 2006. Et donc, si nous sommes dans un environnement dans lequel nous pensons que tout est incertain, que nous n'arrivons pas à définir le paradigme futur, eh bien, ça nous amène à résister. Dans beaucoup de cas. Le sentiment de perte de contrôle aussi. Si je dois changer, par exemple, pensons aux enseignants qui doivent changer des pratiques pédagogiques ou qui l'ont souhaité ou qui doivent le faire pour une série de raisons, ils peuvent avoir un sentiment de perte de contrôle, leurs schèmes anciens n'étant plus tout à fait opérants, le fait de devoir recréer de nouveaux schèmes, etc., pouvant mettre dans l'inconfort. Le manque d'information également. Alors là, c'est moins spontané de jeu d'acteurs, car évidemment, lorsqu'on est en période de changement, certaines vont essayer évidemment, et je ne jette pas la pierre, mais vont essayer de tirer un petit peu la couette de leur côté, etc., essayer de se positionner et entrer dans des rapports de force. Ça fait partie des mises en lumière des chercheurs que je venais d'évoquer. Et on pourrait faire appel évidemment à Crozier aussi, qui nous dirait beaucoup de choses par rapport au jeu d'acteurs et au jeu politique interne institutionnel. Quand on parle de gestion des résistances, il est important évidemment, nous disent Barret et Savoie, de travailler sur la prise en charge affective. C'est-à-dire que toutes celles qui ont un rôle de direction, d'accompagnement, de coordination, d'encadrement, de tutorat, de mentorat, devront aussi faire preuve d'empathie.
Et alors, évidemment, Van Vuren nous dit, et nous rappelle ce que d'autres ont déjà dit, c'est que les résistances découlent en grande partie de l'incertitude, donc il renforce la parole des précédents, c'est-à-dire qu'il faudra faire preuve d'empathie et d'accompagnement humain, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas être assertif si on a un rôle de pilote. Le rôle des managers, à nouveau, est d'accompagner, de motiver, d'impliquer les destinataires du changement, surtout s'il s'agit d'un changement de type 2, nous dit Van Vuren. Donc on revient au terme de Bateson et Vaclavik, partagé par Van Vuren, c'est-à-dire un changement qui est hors cadre, ou dans lequel notre cadre de référence est bousculé, voire explosé dans certains cas. Lewis nous dit qu'il est important, en termes de communication, de bien clarifier la vision du changement, et nous dit Daly d'expliquer, et j'ai volontairement conservé le terme anglais, les outcomes du changement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le qu'est-ce qu'on change et comment est-ce qu'on le change et qu'est-ce que ça génère comme produit observable à court terme, mais il est important également de clarifier les conséquences à plus long terme. Quelque part, cet auteur nous parle à peu près de ce que David Autissier nomme impact. Alors il faudrait aussi identifier les stakeholders, entendons les parties prenantes, évidemment, afin de concevoir une stratégie de communication à leur égard. Alors évidemment, stratégie de communication, de là à manipuler, il n'y a qu'un pas. Nous manipulons tous, les petits-enfants manipulent papa et maman et ainsi de suite. Mais bon, ça dépend de la finalité aussi qui est là derrière. Donc je pense qu'une stratégie de communication n'est pas nécessairement à diaboliser. Ça dépend quelque part des buts que l'on poursuit, bien sûr. Alors, le sens du changement, à nouveau, je continue avec d'autres auteurs. Il est important, évidemment, que les managers intermédiaires, nous dit Balogun, puissent donner du sens au changement afin d'en être les acteurs. C'est très important si on pense à la position d'un responsable de département, qu'il puisse quelque part déjà avoir donné du sens au changement afin d'en être moteur, car sinon il lui sera très difficile de mobiliser ses équipes autour du changement, bien évidemment. Il est très important qu'il y ait interactivité, nous dit Gioia, entre le sommet hiérarchique et les parties prenantes dans la construction et la diffusion de sens, qu'on puisse co-construire du sens ensemble. Il faut donner du sens à la situation nouvelle, mettre en évidence la continuité entre anciens et nouveaux systèmes, nous dit Schreim, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'être dans le déni du passé, ce qui pourrait générer un sentiment de désidentification, qui lui-même générait un sentiment de désimplication. Et ensuite, il est fort important, évidemment, nous dit Van Vuren à nouveau, de donner, de bien identifier, de bien travailler sur la signification du changement et de faire remonter du feedback vers le haut afin que le sommet hiérarchique s'empare du sens que les collaborateurs donnent au changement afin de pouvoir faire sens ensemble et de pouvoir dialoguer. Alors évidemment, si on parle de conduite, de gestion, d'accompagnement et de pilotage de changement, on parle immanquablement de stratégie. Rappelons brièvement que lorsque l'on parle de stratégie, on parle de construction d'hypothèses, car il n'est jamais certain d'arriver à l'endroit où on avait prévu d'arriver. Il faudra avoir le courage de transformer les stratégies en cours de route si elles ne fonctionnent pas correctement. Il nous faut certes un peu de pugnacité, mais évitons évidemment d'être obstinés. Donc il faut être capable d'être flexible, il faut être capable de porter un regard critique constructif sur les stratégies que nous avons échafaudées et éventuellement de les invalider pour en reconstruire d'autres si besoin en était. Et alors je donne la parole, ou plutôt je fais appel sur une des dernières diapos de la présentation à Pichot. Pichot, c'est l'Université de Liège, qui a publié aussi relativement récemment, je pense sur le coup de 2010, un livre très intéressant aussi sur la gestion du changement qui est paru chez Debouc. Et entre autres, après un long exposé théorique, il nous dit, mais quelque part, toutes les tendances mises en évidence par les chercheurs au fil des dernières décennies sur la conduite et l'accompagnement du changement, quelque part, peuvent être réunies en une synthèse. Car si nous voulons agir de façon constructive pour toutes les parties prenantes, si nous voulons opérer le changement pour toutes les parties prenantes de façon constructive,
Et a fortiori, évidemment, si ce changement est de grande ampleur, de grande profondeur, et qu'il suit d'autres changements qui eux-mêmes s'étaient mis en route à un rythme relativement effréné, évidemment, raison de plus, il nous dit qu'il faudra agir sur 5 forces, sur 5 dynamiques, en même temps. Et il nous dit tout d'abord qu'il faudra, et c'est ce qu'il nomme la force de la planification, concevoir la mise en œuvre du changement comme un projet, avec la clarification des résultats attendus. Donc il y a un côté ingénierie de projet qui doit être présent. On doit organiser cela, il faut phaser, il faut répartir les rôles. Il faut aussi, et je tourne en sens horlogique, je pars de la bulle qui se situe au niveau de la diapo et je pars vers la droite, il faut tenir compte, bien sûr, des contraintes et opportunités du contexte interne, externe, c'est-à-dire qu'il faut évidemment agir en bonne intelligence avec l'environnement afin que le changement s'opère de la meilleure façon qui soit. Il parle de la force de la contingence. Il faut ensuite aussi prendre en compte les enjeux des différents acteurs, des différentes parties prenantes. Et il faut tenir compte des jeux de pouvoir aussi qui s'opèrent aussi au sein de l'institution professionnelle. Il nous parle là d'actionner la force politique du changement. Alors ensuite, il nous dit qu'il faut, et je continue à tourner en sens horlogique, qu'il faut évidemment travailler sur la légitimité du projet et du changement et sur le sens qu'il a. Il nous parle de force interprétativiste, c'est-à-dire qu'il faut faire sens avec les autres membres de l'institution. Que signifie ce changement ? Qu'apporte-t-il ? Quelles sont les conséquences qui vont le suivre, etc., comme déjà évoqué précédemment, comme déjà partagé par d'autres auteurs. Et ensuite, il nous dit, et c'est la dernière bulle, il parle là de la force incrémentale, il nous dit que nous ne sommes pas libres du passé. Nous sommes liés quand même en grande partie à ce qui a existé précédemment en termes de pratique, en termes d'organisation, en termes de comportement, qu'il faudrait éviter d'être dans le déni du passé, simplement qu'il faudrait construire sur le passé. Le passé était, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, était bien. Simplement, aujourd'hui, il faut opérer une série de changements. Ce que nous avons fait était bien, à un certain moment, à un temps T, n'est plus tout à fait optimal aujourd'hui. Nous devons opérer une série de changements afin d'assurer la pérennité de notre action et ou afin de croître et de nous développer pour, espérons-le, un futur meilleur. Ça, quelque part, c'est le modèle qui est présenté par Pichot et dont personnellement je me sers beaucoup lorsque j'interagis avec des professionnels d'institutions diverses, entre autres d'institutions d'enseignement, mais pas que, pour se mettre en réflexion par rapport à comment pourrait-on mobiliser les personnes de façon respectueuse et de façon efficace au final, dans ces contextes qui sont quelquefois difficiles à vivre, avec des changements, comme évoqué précédemment, amples, profonds et se succédant à une cadence quelquefois extrêmement rapide. Et au final, je vous livre une bibliographie. Alors, une bibliographie, voilà, ce n'est jamais qu'un petit échantillon, car des ouvrages, des livres, des articles, il y en a des milliers. En tout cas, là, j'en partage quelques-uns avec vous que j'ai parcourus, que j'ai approfondis et qui pourraient être intéressants dans le futur, dans vos pratiques d'agents, d'accompagnateurs ou de pilotes du changement, qui pourraient vous donner matière à réflexion, matière à action aussi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée.